Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Comme chacun sait, les explosions d'étoiles, les astéroïdes qui s'écrasent et les planètes en feu ne font pas de bruit dans l'espace. Vraiment ? Et si on pouvait bel et bien entendre certains bruits là-haut ? Ok, retour à l'école. Le son est une onde mécanique provenant d'une vibration. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement ? L'exemple le plus parlant est celui des cordes de guitare. Si tu grattes l'une d'entre elles, elle se met à vibrer. Les atomes à l'intérieur de la corde en métal commencent à s'agiter et à heurter les atomes de l'air qui les entourent. Les atomes se poussent les uns les autres jusqu'à ce que certains atteignent nos oreilles. C'est comme la vaguelette créée par un caillou jeté dans un étang. Et cela se produit très rapidement, à une vitesse d'environ 340 mètres par seconde. Ensuite, nos tympans commencent à vibrer à la même fréquence. Et les petits os à l'intérieur de nos oreilles transmettent cette vibration au cerveau. Le cerveau opère alors sa magie, reconnaît le motif et le transforme en son. Super! Maintenant, nous savons que nous avons besoin de certaines particules pour créer du son, et nous pouvons trouver ces particules dans les gaz, les liquides et les substances solides. Mais qu'en est-il de l'espace ? C'est un vide presque parfait. Et tu as probablement déjà entendu dire qu'il n'y a pas de son dans l'espace puisque c'est un vide. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement ? Un vide parfait est une zone totalement dépourvue de matière. Cela signifie qu'il n'y a rien à cet endroit. Oui, malgré tous ces corps célestes dans l'espace, il n'y a pas d'air entre eux, aucun atome ni particule. Rien du tout. En fait, presque rien. Pour être tout à fait exact, le vide parfait n'existe pas vraiment. On ne peut pas se débarrasser définitivement des atomes. Mais l'espace est très proche de cette notion. En moyenne, il y a 1 à 5 atomes par centimètre cube. Cela peut sembler être beaucoup, mais il faut garder à l'esprit que ces atomes sont microscopiques et la distance de vide qui les sépare est énorme. À titre de comparaison, 1 centimètre cube d'air contient environ 1000 atomes. Alors, bien sûr, avec une densité aussi faible, ces atomes ne peuvent pas se pousser les uns les autres, même si la vibration est très forte, comme dans le cas d'une supernova par exemple. Ils ne pourront toujours pas le faire. Mais alors, les films nous mentent. Toutes ces scènes spatiales épiques se déroulent en fait dans un silence presque gênant. Pas si vite. Et si on te disait qu'il y a, en réalité, certaines façons d'entendre le son dans l'espace ? Tout d'abord, il y a toujours du bruit sur d'autres planètes. S'il y a une atmosphère sur un corps spatial, ou au moins quelque chose comme du gaz, de l'eau ou une surface solide, il y aura du bruit. Dans notre cas, l'atmosphère devient complètement silencieuse à environ 100 km au-dessus de la surface de la Terre. C'est là que le ciel cesse d'être bleu et qu'un voile noir étoilé débute. Dans tous les cas, il faudrait atterrir sur une autre planète ou au moins s'approcher de son atmosphère pour entendre quelque chose. Mais quoi que ce soit, le son serait très différent. Prenons l'exemple de notre planète sœur, Vénus. L'atmosphère y est très dense. Les scientifiques la qualifient même pour plaisanter d'épaisse soupe chimique. Si tu parvenais à rester en vie et à parler là-bas, ta voix serait très différente. Elle serait beaucoup plus forte et plus profonde. Donc, si tu as toujours voulu chanter comme Pavarotti, maintenant tu sais quoi faire. Et que se passerait-il si la Terre avait une atmosphère plus dense ? Qu'entendrions-nous ? Eh bien, tu peux vaguement l'imaginer si tu as déjà été dans l'eau. L'eau est très dense, le son s'y déplace beaucoup plus vite et mieux que dans l'air, à une vitesse de presque 2 km par seconde. Si tu t'assieds dans une pièce vide sans source sonore, tu n'entendras pas grand-chose, n'est-ce pas ? Maintenant, plonge ta tête dans l'eau et observe comment le même silence résonne ici. Ce n'est pas silencieux du tout. Même si tu ignores les sons omniprésents de l'eau elle-même, tu remarqueras immédiatement à quel point tu peux entendre ton propre corps. Comment ton sang pulse dans tes veines, comment ton cœur bat, le moindre mouvement de tes doigts. Assez effrayant, n'est-ce pas ? Cela nous donne une idée de ce qui nous arriverait sur une planète dont l'atmosphère est plus dense. Et c'est tout simplement fou. Nous entendrions tout. Des animaux qui courent au mouvement des plaques tectoniques. Il est donc évident qu'il y a du son sur d'autres planètes. Mais qu'en est-il de l'espace ? Il y en a aussi, par exemple, dans un nuage de poussière. Tu peux trouver de la poussière spatiale presque partout dans l'espace. Il peut s'agir des restes d'une étoile ou d'autres choses. Et dans ces endroits, tout est un peu plus dense que la normale.
Cela signifie qu'il y a probablement des nuages de poussière où les particules sont très proches les unes des autres, ce qui signifie qu'elles peuvent produire des sons. Bien sûr, ceux-ci seront très faibles et transmis sur une très courte distance. Mais c'est quand même mieux que rien, non ? Il se trouve qu'on a déjà enregistré un son spatial. Il provient de l'amas galactique de Persée, qui se trouve à 250 millions d'années-lumière de nous. La NASA l'a enregistré en 2003. Il ressemble à une note en si bémol. Mais sa fréquence est si basse que l'oreille humaine, malheureusement, ne peut pas le percevoir. Mais à part ça, on ne peut entendre quelque chose qu'à l'intérieur des vaisseaux spatiaux. Après tout, ce sont de petites poches d'air. Dans une combinaison spatiale, tu entendrais aussi très bien les sons, y compris ta respiration ou la circulation de ton sang. Mais deux astronautes flottant côte à côte ne s'entendraient pas, même s'ils se rapprochaient et criaient très fort. C'est d'ailleurs assez cocasse. Si tu te cognais la tête contre quelque chose, le bruit serait très fort pour toi, mais ton collègue astronaute n'entendrait rien. C'est pourquoi les astronautes utilisent des appareils radio. Maintenant, de façon purement théorique, si tu pouvais d'une façon ou d'une autre sortir de ta combinaison spatiale et survivre, tu serais capable d'entendre les bavardages et les bruits qui se passent à l'intérieur du vaisseau spatial. Mais comment ? Simplement parce qu'il y a de l'air à l'intérieur du vaisseau qui transmet le son. Ce dernier atteint l'enveloppe métallique et la traverse. Si tu t'appuyais contre le vaisseau, en le touchant de préférence avec ton coude ou ton genou, le son serait transmis au cerveau directement par tes os, en ignorant les oreilles. Oui, nos os conduisent le son. C'est ainsi, par exemple, que les personnes sourdes écoutent de la musique. C'est ce qu'on appelle la conduction osseuse, que l'on utilise dans certains casques et autres technologies. Tu peux faire une petite expérience. Bouge tes oreilles avec tes doigts. Ferme-les bien pour ne quasiment plus rien entendre. Puis, essaye de toucher une source sonore. Il peut s'agir de n'importe quoi qui vibre. Par exemple, un haut-parleur qui joue de la musique, avec une partie de ton corps où l'os est proche de la peau. Maintenant, observe, ou plutôt écoute, le miracle se produire. Tu peux entendre le son, non pas par tes oreilles, mais directement dans ton cerveau. En revanche, ne répète pas cette expérience dans l'espace. Maintenant, tu as probablement entendu parler de choses comme les sons de l'espace, où tu peux écouter, par exemple, les sons émis par le Soleil ou différentes planètes. Comment fait-on pour les enregistrer ? C'est assez facile. On utilise une autre façon d'entendre le son dans l'espace, les ondes électromagnétiques. En d'autres termes, une radio. La radio repose sur la même forme de rayonnement électromagnétique que la lumière. Ces ondes peuvent voyager dans le vide sans aucun problème. Les émetteurs des astronautes fonctionnent de cette façon. Un astronaute dit quelque chose à son collègue. Les ondes sonores se transforment en ondes radio, atteignent l'autre personne et sont ensuite reconverties en sons. Et c'est ainsi que nous obtenons ce qu'on appelle les sons de l'espace. Notre planète est d'ailleurs très bruyante à cet égard. Nous envoyons une énorme quantité d'ondes radio dans l'univers, tous les signaux radio que nous avons déjà écoutés. Dommage qu'ils ne voyagent qu'à 110 années-lumière de nous. Mais après tout, c'est peut-être une bonne chose qu'on n'entende pas tout ce qui se passe dans l'espace. Imagine que le son puisse facilement voyager dans l'univers. On entendrait absolument tout, des éruptions solaires aux supernovas. Assourdissant, n'est-ce pas ? Personne ne t'entendra crier dans l'espace, ou quelque chose comme ça. Nous avons tous entendu cette phrase qui fait froid dans le dos. Et c'est vrai, l'espace est en grande partie constitué d'un gigantesque néant. Il y a beaucoup d'espace dans l'espace. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de bruit. En fait, il y en a beaucoup. Et certains d'entre eux pourraient même te faire frissonner. Nous allons nous pencher sur les sons les plus effrayants de l'espace. Tout d'abord, comment les bruits cosmiques sont-ils enregistrés ? Le son n'est que la vibration de molécules. Lorsque tu cries, les molécules se poussent furieusement les unes les autres jusqu'à ce qu'elles atteignent l'oreille de la personne en face de toi. Ces vibrations sont alors transmises au cerveau et nous les reconnaissons comme quelque chose dont il nous faut parfois nous excuser. Pour entendre quelque chose, nous avons donc besoin des molécules. Et c'est là que ça se complique. Il n'y en a pas dans l'espace. L'univers est presque entièrement constitué de vide. Oui, de vide absolu. Cependant, les magiciens de la NASA parviennent tout de même à enregistrer les sons de l'espace. Comment font-ils ? Eh bien, il existe certains types d'ondes qui n'ont rien à voir avec les molécules. Nous, les gens ordinaires, ne pouvons pas les percevoir sans certains appareils.
Parmi ces ondes, il y a par exemple les ondes radio. Nous avons besoin d'une radio ou d'un appareil de ce type pour les reconnaître. Et c'est exactement ce que font les satellites de la NASA. Ils captent des ondes radio. Grâce à eux, nous pouvons connaître le bruit que font les corps cosmiques. Ces satellites enregistrent une multitude d'ondes, la fluctuation des plasmas, les champs magnétiques et d'autres choses. Les scientifiques de la NASA transforment ensuite tout cela en pistes sonores ordinaires. Et certaines de ces choses font un bruit assez effrayant, c'est le moins que l'on puisse dire. Prenons par exemple notre champ magnétique. Il entoure notre planète comme un bouclier invisible, nous protégeant de toutes sortes de nuisances comme les radiations ou les vents solaires. Nous ne pouvons ni le voir, ni le sentir, mais aujourd'hui nous pouvons l'entendre. Des chercheurs de l'Université technique du Danemark ont recueilli des ondes magnétiques enregistrées par le satellite Swarm de l'ESA. Ils les ont ensuite converties en pistes audio et ont obtenu un résultat assez effrayant. En vérité, ça ressemble plutôt au bruit d'une effroyable créature nocturne. Et si tu as en tête la carte du champ magnétique terrestre, tu auras l'impression qu'une araignée rôde dans les parages. Brrr! Et ce n'est pas le seul son étrange que nous avons capté sur Terre. Récemment, nous avons capté un autre signal radio en provenance de l'espace. Les scientifiques ont découvert qu'il provenait d'un endroit très éloigné, à des milliards d'années-lumière de nous. Ces salves ne durent généralement pas plus de quelques millisecondes, mais celle-ci était exceptionnelle. Elle a duré environ 3 secondes, soit des milliers de fois plus longtemps que d'habitude. En même temps, le signal était très précis, à tel point que les scientifiques l'ont même comparé à un battement de cœur. Les scientifiques pensent que ce signal est causé par des pulsars ou des étoiles à neutrons. Autrefois, Nikola Tesla a capté quelque chose de similaire. Malheureusement, à l'époque, on ne connaissait pas les pulsars. Tesla était donc persuadé d'avoir capté le message de créatures extraterrestres. Mais la vérité s'est avérée beaucoup moins fascinante. Passons maintenant de la Terre à la Lune. En 1969, les astronautes de la mission Apollo 10, la navette qui a effectué le dernier vol d'essai vers la Lune, ont survolé sa surface. Ils ont alors capté d'étranges signaux provenant de la face cachée de notre satellite. Nous ne voyons jamais cette face car la Lune est en état de verrouillage gravitationnel. Le son était si étrange que les astronautes ne savaient pas s'ils devaient le signaler à la NASA. Ils craignaient de ne pas être pris au sérieux, voire de ne pas être autorisés à participer aux prochaines missions spatiales. Voici à quoi cela ressemblait. Selon la NASA, il ne s'agit pas du tout d'une étrange musique extraterrestre. Il s'agit peut-être simplement d'ondes radio qui se sont modifiées les unes les autres en raison de leur proximité. Mais les astronautes qui l'ont entendu pour la première fois ont quand même eu un peu peur. Et qu'en est-il des autres planètes ? Il y a 40 ans, des scientifiques ont exploré la surface de Vénus. Ils y ont envoyé une dizaine de sondes pour y enregistrer des sons et des images. Nous savons maintenant quel genre de bruit émet Vénus, qui pourrait facilement nous détruire si nous nous en approchions. On ne s'attendait pas à autre chose de la part de la planète la plus dangereuse du système solaire. Hélas, Vénus est encore plus toxique que les trolls qui sévissent sur Twitter. Et ces sondes n'ont pas fait long feu. Elles sont rapidement tombées en panne après leur arrivée. Ensuite, nous avons Jupiter. Ce géant de l'espace, qui est 11 fois plus grand que la Terre, est absolument terrifiant. Une des sondes de la NASA, Juno, tourne autour de Jupiter toutes les quelques semaines. Elle se déplace à une vitesse phénoménale, à 209 214 km/h. Un jour, Juno a enregistré l'un des signaux invisibles les plus puissants qu'elle ait jamais rencontrés. Les violents vents solaires venaient d'entrer en conflit avec le champ magnétique de Jupiter. Cela fit un énorme boom cosmique. Le son original a duré 2 heures, mais il a été réduit à quelques secondes. En fait, cela ressemble assez au bruit d'une vague qui se brise sur un rocher. Mais rien de cela n'est comparable à l'horreur venue de l'une des petites lunes de Jupiter, Ganymède. En 2021, la sonde spatiale Galileo l'a survolée. Au cours de son vol, elle a capté quelque chose d'assez étrange. Ces bruits sont des radiations de satellites. On dirait un peu le bruit d'une jungle ou celui de milliers de chauves-souris qui attendent de te surprendre en pleine nuit. Passons maintenant à Saturne.
Ce signal a été capté par la station interplanétaire automatique Cassini-Huygens, lancée dans l'espace en 1997. En passant devant Saturne, Cassini a enregistré un son assez effrayant. Ces cris tout droit sortis de l'enfer ne sont que de simples ondes radio. Et ce n'est pas très différent de ce qu'émettent les aurores boréales sur Terre. Un peu plus tard, Cassini a capté un autre signal, le bruit des éclairs et des orages sur Saturne. Ces sons sont assez intéressants. On dirait un peu des pop-corns qui éclatent ou un compteur Geiger, n'est-ce pas? Mais c'est simplement parce que ces éclairs sont extrêmement rapides. Nous allons maintenant sortir du système solaire. La célèbre sonde Voyager 1 a été lancée en 1977 et continue de nous envoyer des données 40 ans après son décollage. En 2012, elle a quitté le système solaire pour entrer dans l'espace interstellaire. C'est alors que Voyager 1 a enregistré des ondes de plasma. L'enregistrement original a duré 7 mois. Mais les scientifiques ont eu pitié de nous et l'ont réduite à 12 secondes. Ce n'est pas vraiment sinistre, mais ce n'est pas très rassurant non plus. Et bien qu'il semble que rien ne puisse surpasser les horreurs de Saturne, nous allons maintenant examiner l'un des objets les plus effrayants de l'univers, un trou noir. Ce son a été enregistré par le télescope spatial Chandra. En étudiant un amas de galaxies dans la constellation de Persée, on a découvert quelque chose d'étrange. Des mouvements ondulatoires au centre de l'amas. Ils s'étendent dans toutes les directions comme des cercles sur l'eau. Les scientifiques ont déclaré que ce phénomène était dû à un trou noir supermassif. Or, les trous noirs ne dévorent pas toujours entièrement les objets spatiaux. Parfois, ils les recrachent. Cela entraîne des vibrations gazeuses que l'on peut convertir en bandes sonores. Ce qui est intéressant, c'est que l'oscillation de chacune de ces ondes dure environ 10 millions d'années. Cet enregistrement est donc très accéléré. Les scientifiques ont réduit le délai entre les oscillations environ 144 quadrillions de fois. Et voilà ce que ça donne. C'est probablement le son le plus sinistre de notre liste. Il n'est ni très puissant ni très violent, il a plutôt quelque chose de sombre et d'inquiétant. Voici donc les sons spatiaux les plus effrayants captés par la NASA. Comme je l'ai dit, la plupart d'entre eux ne sont que des ondes radio. Mais il est toujours amusant de se faire peur de temps en temps. Tu penses peut-être que la Terre est massive, mais le Soleil représente près de 99,9% de la masse de tout le système solaire. Le reste de cette masse est constitué par les planètes et leurs satellites, les astéroïdes, les comètes, le gaz et la poussière. Le Soleil se trouve à environ 150 millions de kilomètres de notre planète, mais il nous tient chaud tous les jours. Sa température est d'environ 5500 degrés Celsius, mais l'espace qui l'entoure est toujours froid comme la glace. Pour comprendre cela, il faut faire la distinction entre la chaleur et la température. La chaleur est l'énergie qui se trouve à l'intérieur d'un objet. La température est ce qui nous indique si cet objet est chaud ou froid. Lorsque la chaleur est transférée depuis cet objet, la température augmente. Lorsque l'objet perd de la chaleur, sa température diminue. La chaleur peut être transférée de 3 façons différentes. Le Soleil le fait par rayonnement, cela signifie qu'il dégage de la chaleur sous forme de lumière. Ton corps dégage aussi de la chaleur, sous forme d'ondes infrarouges. C'est pourquoi les caméras thermiques peuvent détecter ta présence dans une pièce, même la nuit. Plus l'objet est chaud, plus il dégage de chaleur. La température n'affecte que la matière. Puisque l'espace est principalement du vide, il ne contient pas assez de particules pour que la chaleur puisse être transférée autrement que par rayonnement. Lorsque la chaleur provenant du Soleil arrive sur un objet, les atomes commencent à absorber de l'énergie. Mais la chaleur ne peut pas être transférée car il n'y a pas de matière dans l'espace. Ces rares atomes et molécules se trouvant dans l'espace absorberont la chaleur. Et ils resteront simplement ainsi, tandis que le vide froid restera froid. Il y a beaucoup de matière dans l'atmosphère de la Terre, donc l'énergie du Soleil peut s'y transférer facilement. Mais si tu mets un objet hors de l'atmosphère terrestre en plein Soleil, il finira par être chauffé à 121 degrés Celsius, car c'est une matière composée d'atomes et de molécules. La température du vide est de moins 270 degrés Celsius. Cela signifie que selon l'endroit où tu te trouves, l'espace peut soit te brûler, soit te geler. Le Soleil n'est pas vraiment jaune. Il émet de la lumière sur une large gamme de longueurs d'onde. Nous pouvons déterminer sa température et sa couleur par le pic de son spectre. Par exemple, les étoiles plus froides seront rouges et les étoiles plus chaudes seront bleues.
entre les deux, des étoiles jaunes, oranges et blanches. En ce qui concerne le Soleil, le spectre culmine à une longueur d'onde que nous définissons généralement comme verte. Mais notre œil l'aperçoit différemment. Ainsi, cette nuance de vert, combinée à d'autres longueurs d'onde du spectre, va paraître blanche à l'œil humain. Nous percevons généralement le Soleil comme étant jaune, car notre atmosphère diffuse la lumière bleue plus efficacement que la rouge. Pendant le lever et le coucher du Soleil, il y a plus de lumière rouge dans le spectre du Soleil, ce qui nous donne des couleurs chatoyantes. Les taches solaires sont des parties de la surface visible du Soleil qui sont en moyenne beaucoup plus froides que le Soleil lui-même. Elles se superposent à des parties qui ont un champ magnétique accru. Ces parties ne permettent pas la libération de la chaleur vers la surface visible du Soleil. Ainsi, le reste de la surface du Soleil est 3 fois plus lumineux que ces taches solaires. Ce contraste les fait paraître presque noirs. Si nous pouvions séparer une tache solaire du Soleil et la placer quelque part dans le ciel nocturne, elle serait différente, aussi brillante que la Lune lorsque nous la voyons depuis la Terre. Toutes les planètes de notre système solaire tournent dans la même direction, car elles se sont formées à partir d'un seul nuage protoplanétaire, à l'exception d'Uranus et de Vénus. Elles ont probablement subi un fort impact qui les a fait tourner dans la direction opposée. Mais c'est différent avec les galaxies. Elles ne se forment généralement pas à partir du même nuage de poussière et de particules. De plus, elles ne sont pas réparties au hasard dans l'espace. Elles se présentent sous forme de filaments, des brins denses et fins de matière noire et de galaxies, avec des vides entre eux. Les protogalaxies sont reliées par des forces gravitationnelles dans de petites zones de l'espace. Cela est probablement dû à la répartition de la matière noire dans l'univers. La matière dans les filaments se déplace en tire-bouchon et va vers la zone la plus dense. Il pourrait donc y avoir une direction commune dans laquelle les galaxies ont tendance à tourner, mais elle est principalement aléatoire. Il est possible que nous mettions un jour au point un ascenseur lunaire. Oui, un câble ancré à la surface de la Lune. Il s'étendrait sur 400 000 km. Nous ne pourrions pas l'attacher directement à notre planète car la Terre et la Lune sont toutes deux en mouvement. Mais nous pourrions le garder haut dans l'orbite de notre planète. Certains chercheurs pensent que nous pourrions construire un tel ascenseur pour quelques milliards de dollars. La Lune possède des ressources que nous pourrions certainement utiliser. Une forme rare d'hélium trouvée là-bas pourrait être utile dans les centrales à fusion de notre planète. Nous pourrions aussi prendre d'autres éléments rares et les utiliser dans les smartphones et le reste de l'électronique. Ainsi, après environ 53 montées et descentes, l'ascenseur pourrait être amorti. Le câble serait aussi épais qu'un crayon, mais son poids serait d'environ 40 tonnes. Il pourrait même être fabriqué à partir du matériau que nous avons déjà sur Terre, sans avoir besoin d'inventer quoi que ce soit. Il pourrait même s'agir d'une combinaison de 2 ascenseurs. Un vaisseau spatial treuillerait un ascenseur depuis la surface de notre planète jusqu'à une station spatiale. Puis, il serait projeté vers la Lune. Il y aurait un autre ascenseur pour finalement le faire descendre à la surface de la Lune. Les planètes de notre système solaire ont des orbites prévisibles et stables, mais des collisions de géantes gazeuses ont pu se produire à un stade précoce lorsque le système planétaire était encore en formation. En cas de collision frontale, 2 géantes gazeuses fusionneraient. Elles ne finiraient pas par perdre leur masse, les matériaux de leurs enveloppes gazeuses ou ceux de leur noyau solide. Une telle collision à une vitesse plus élevée entraînerait la perte de la majeure partie du gaz de l'enveloppe. Et à très haute vitesse, boum, les 2 planètes disparaîtraient. Ce serait différent si la collision n'était pas frontale. Si les 2 noyaux parvenaient à s'éviter complètement, les géantes gazeuses ne fusionneraient pas, mais elles perdraient une partie de leur masse. Les géantes gazeuses pourraient même changer de forme à cause de telles collisions. Les astronomes ont découvert qu'il existait une galaxie extrêmement éloignée de nous qui ressemble à notre Voie lactée. Nous la voyons aujourd'hui telle qu'elle était lorsque l'univers n'avait que 1,4 milliard d'années. Or aujourd'hui, il a 13,8 milliards d'années. Il a donc fallu plus de 12 milliards d'années pour que la lumière provenant de cette galaxie lointaine atteigne notre planète. Cette galaxie est paisible, stable et étonnamment non chaotique, contrairement à toutes les autres galaxies qui étaient assez turbulentes à leur début. Pour quitter la Voie lactée, nous devrions voyager à environ 25 000 années-lumière du centre de la galaxie ou à 500 années-lumière verticalement. Notre galaxie est un disque d'étoiles qui s'étend sur environ 100 000 années-lumière et a une épaisseur de 1000 années-lumière. Le Soleil, son étoile centrale, est situé à mi-chemin du centre de la galaxie et près du milieu du disque dans le sens vertical.
En quittant la galaxie, il faudrait aller plus loin que son bord pour s'éloigner du halo qui entoure la Voie lactée, vieilles étoiles, gaz diffus et amas globulaires. Si tu voulais aller encore plus loin pour voir la Voie lactée dans son intégralité, il te faudrait parcourir 48 000 années-lumière verticalement. À l'heure actuelle, nous n'avons même pas de télescope que nous pourrions envoyer là-bas. Il existe des étoiles centrales qui avalent des planètes. Notre système solaire est stable, contrairement à de nombreux autres systèmes planétaires, donc nous n'avons pas à avoir peur que la Terre ou une autre planète change d'orbite et se dirige vers le Soleil. Mais au moins un quart des autres systèmes planétaires avec des étoiles en orbite similaire à notre Soleil ont un passé plutôt chaotique. Dans certains d'entre eux, des planètes se déplaçaient et leurs migrations imprévisibles peuvent avoir perturbé les trajectoires de certaines autres planètes ou même les avoir poussées hors de leur orbite. Cela signifie que certaines planètes sont probablement tombées dans l'étoile centrale. Lorsque cela se produit, la planète se dissout dans la couche externe de l'étoile, ce qui signifie qu'elle est avalée.